Bienvenue sur Parole de Leader, la plateforme média qui permet aux leaders professionnels de délivrer l'essentiel d'une tendance, d'un enjeu ou d'un cas pratique sur les terrains du business, de l'économie ou de la société. Je suis Hubert Calais d'Amato et je vous propose aujourd'hui une conversation avec une experte de la communication. Stéphanie Lacantabouille est d'abord une femme de finance puisqu'elle a été broker chez Merrill Lynch, gestionnaire, puis directrice marketing des marchés de taux chez Indosuez. Elle est aujourd'hui directrice associée chez Publicis Consultant. Ce podcast fait partie d'une série de contenus réalisés à l'occasion de la publication de la 9e édition du Communicator, en partenariat avec les éditions Duno. Nous allons aujourd'hui parler de la communication financière. Comment a-t-elle évolué? Comment est-elle connectée aux autres types de communication au sein des organisations? Quelles sont ses parties prenantes? Autant de sujets que nous allons aborder en compagnie de Stéphanie Lacantabouille. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, je voudrais commencer ce podcast par une question toute simple. Est-ce que tu peux nous brosser un portrait rapide de la communication financière en 2020? Qu'est-ce qui a changé depuis une dizaine ou une quinzaine d'années dans le métier? Les profils, les méthodes, l'environnement? La communication financière, quand je suis arrivée chez Publicis pour en faire, était une communication très cloisonnée. Elle vivait seule, absolument pas en coordination avec le marketing, le produit, les réseaux sociaux n'existaient pas, et elle vivait seule avec un directeur financier et un directeur des relations investisseurs. Donc on n'avait absolument pas une vision globale de la communication pour l'ensemble de la société. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu des grandes évolutions, sûrement grâce aussi aux réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que si elles voulaient avoir une communication globale cohérente, elles étaient obligées d'intégrer la communication financière. Ça paraît absurde de communiquer sur des résultats qui sont mauvais au même moment que lancer un produit qui demande des investissements colossaux. Pourquoi? Parce que ça peut avoir des répercussions aussi sur l'interne que sur l'externe. Donc c'est très important aujourd'hui de comprendre que la communication financière ne peut pas vivre seule. Elle doit vivre dans un agenda, un calendrier qui est décidé assez en amont, je dirais avoir une vision sur une année, et puis bien entendu on la fait évoluer dans l'ensemble des autres communications internes, marketing, produits, réseaux sociaux. Alors du coup, aujourd'hui, un bon directeur de la communication financière, c'est quelqu'un qui sait faire plus que de la communication financière, quelqu'un qui sait faire également d'autres types de communication? Alors, selon la taille de la société, que ce soit une ETI ou une société du CAC 40. Une société du CAC 40, vous allez trouver un directeur de la communication qui va avoir une vision global parce que en dessous de lui, il aura un directeur marketing, un directeur produit, un directeur des relations investisseurs et il coordonnera. L'idée du directeur de la communication aujourd'hui, c'est qu'il soit un vrai chef d'orchestre. Ils auront une communication cohérente tout au long de l'année avec des moments forts de communication financière et des moments forts de communication corporate. Tout ça relayé par les réseaux sociaux. Il faut qu'aujourd'hui, le directeur de la communication coordonne l'ensemble des communications. La communication financière, elle n'a plus lieu aujourd'hui d'être totalement cloisonnée avec le directeur financier et des managers. Alors du coup, un autre cliché sur la com financière, on dit souvent que le reporting financier, c'est quelque chose qui est tourné vers le passé. C'est une photo qui prend en compte un bilan et qui est plutôt court-termiste. Est-ce que c'est faux? Ce cliché est obsolète ou est-ce que c'est quelque chose qui change? Alors moi, je me suis toujours battue pour qu'on fasse rêver et qu'on ait un titre sexy pour les sociétés cotées. Et je reviendrai sur le non coté ensuite. Mais c'est très important que la société raconte une histoire, revienne sur le passé, ça c'est obligatoire, mais nous raconte une histoire pour l'avenir, qu'elle nous donne quelques perspectives. C'est sûr qu'avec le Covid aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de raconter une histoire et je vois bien au quotidien que très peu de sociétés aujourd'hui peuvent écrire des perspectives, sauf si elles ont un lancement de produit. Mais elle doit aujourd'hui, on dit toujours qu'on achète les rumeurs et on vend les faits, mais elle doit aujourd'hui s'efforcer à être un peu visionnaire. Sinon, c'est très compliqué pour un actionnaire individuel d'acheter un titre s'il n'a pas une histoire qui est racontée et qui lui donne envie d'acquérir le titre. Pour le non-coté, je dirais que c'est très important que les sociétés
puissent aussi mettre en place de façon, je dirais, beaucoup plus light une communication financière, parce que si elles peuvent être la cible d'un industriel, d'un fonds de LBO ou qui est une acquisition d'un concurrent, elle doit aussi se présenter avec une communication financière light, avec des semestriels, des annuels, envoyer un communiqué de presse à ce rythme pour se faire connaître et qu'à l'occasion d'un rapprochement, comme je vous disais, elle puisse être identifiée et qu'on n'ait pas besoin de raconter l'histoire from scratch. Est-ce qu'on peut citer des exemples de ce genre de démarche, des sociétés non cotées qui auraient choisi volontairement de s'astreindre à une forme de communication financière, même light, dans la perspective de construire l'avenir ? Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai eu la grande chance d'accompagner le grand groupe immobilier Nexity. Ils ont fait plusieurs LBO et ils ne savaient pas très bien s'ils allaient en bourse. Et l'idée était de se dire, eh bien, de toute façon, on va présenter nos résultats annuels comme si on était une société cotée. Et puis finalement, ils ont décidé d'aller en bourse. Ça fait qu'on a raconté une histoire pendant 1 an avec des chiffres, avec une communication corporate soutenue. Ça fait que quand nous sommes arrivés en bourse, on était totalement identifiés. Les actionnaires connaissaient très bien les chiffres et connaissaient très bien l'histoire de Nexity. Ça fait qu'on a été souscrit beaucoup de fois. Donc ça permet de partir d'un point zéro, la communication financière, parce que c'est très compliqué de mettre en place une communication quand on n'est pas coté. Donc on se dit, tiens, on va partir des annuels, et puis à partir des annuels, on va présenter nos chiffres, présenter notre métier, présenter nos perspectives, et puis on va être identifié dans le marché. Ça fait que les actionnaires individuels qui ne vous connaissent pas encore sur le marché ont quand même une visibilité sur la société. Si on parle d'évolution du métier, est-ce que on peut citer des exemples concrets de la façon dont la communication financière utilise intelligemment les réseaux sociaux ? Parce que intuitivement, on a plutôt l'impression que les réseaux sociaux, par rapport à la communication financière, c'est plutôt un risque, non ? Alors, les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés, ça peut être un super outil. Parce que c'est très accessible, c'est rapide. L'idée, par exemple, à l'occasion d'une assemblée générale, de reprendre quelques termes d'intervention de dirigeants, à l'occasion d'un communiqué de presse, de le mettre selon votre activité. Si vous êtes dans le retail, on peut tout à fait le mettre sur Facebook. On peut tout à fait l'utiliser sur Twitter. L'idée, c'est de bien relayer des bonnes informations, bien choisies et rythmées dans le temps. Et ça inclut également la notion de monitoring. Ça veut dire qu'il faut surveiller ce qui se dit ? Alors, ça veut dire qu'il faut mettre en place, ça veut dire qu'il faut une vraie équipe derrière. Ça veut dire qu'il faut une équipe de monitoring derrière qui surveille exactement les réactions des tweets, faire des réponses ou pas. Quelquefois, il faut absolument laisser un peu de temps. Si on voit que sur Twitter, ça s'emballe, très souvent, je conseille à mes clients de ne pas réagir à chaud, de laisser un peu retomber, et puis on s'aperçoit que ça peut retomber comme un soufflé. C'est très important d'être vigilant, de ne pas donner l'accès à tout le monde dans la société, mais qu'il y ait des porte-paroles bien identifiés pour qu'ils aient exactement les mêmes messages qu'ils émettent à l'extérieur. Donc monitoring et coordination. C'est ça. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup Hubert. Sur le sujet de la communication financière, je vous renvoie bien évidemment au chapitre qui parle de ce point dans la toute nouvelle édition du Communicator, dont la date de parution est fin juin 2020. Je suis Hubert Calais-D'Amato. Je vous rappelle que nous sommes sur Parole de Leader, la plateforme média créée par l'agence Extra Mile et qui permet aux leaders professionnels de prendre la parole sur le terrain du business, de l'économie ou de la société. À très bientôt sur paroledeleader.com.